En parlant à Donald Trump, je lui ai dit « Quelle est la solution ?» Soit l'Ukraine aura des armes nucléaires et alors c'est la défense pour nous, soit nous devrions avoir une sorte d'alliance. Une suggestion qui n'a pas du tout plu à Vladimir Poutine. Écoutons. Il s'agit d'une dangereuse provocation. Toute mesure dans cette direction entraînera une réaction correspondante. Je peux dire tout de suite que la Russie ne permettra en aucun cas que cela se produise. Une dangereuse provocation, répond Poutine. Kadi, vous nous avez rejoint. Pourquoi cette colère du président russe ? Alors effectivement, Marie-Aline, il faut remonter à quelques jours. Le point de départ de toute cette affaire, c'est une indiscrétion du tabloïd allemand Bild, le quotidien à scandale, qu'on connaît davantage pour ce genre de presse, ce genre d'article, qui a publié donc un article qui a semé le trouble et qui est titré « Zelensky fait marche arrière après une déclaration sur le nucléaire ». C'est un article qui souligne ce qu'aurait dit Volodymyr Zelensky lors de sa rencontre avec Donald Trump, à savoir, ce sont très raccourcis dans le journal, soit l'OTAN intègre rapidement l'Ukraine, soit l'Ukraine redevient une puissance nucléaire. D'autant que dans ce même article, un haut responsable ukrainien, sous couvert d'anonymat bien sûr, affirme que l'Ukraine a de quoi se doter de l'arme nucléaire en quelques semaines. Et il ajoute, l'Occident devrait moins penser aux lignes rouges de la Russie et beaucoup plus à nos lignes rouges. Alors des propos, évidemment, qui rapportaient comme ça, résonnent comme une menace, c'est le moins qu'on puisse dire, un ultimatum, et on comprend pourquoi Bild, du coup, parle de marche arrière pour Zelensky. Cette semaine, à Bruxelles, le président ukrainien était sur un discours quand même plus modéré que les propos dont je viens de vous parler, lors de son plan de victoire. Hier, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky a tenu à préciser ses propos, à dégonfler un petit peu cette polémique. À l'occasion d'un entretien, c'était à la télévision ukrainienne, et il en profite pour remettre en place une certaine presse. Écoutez. En ce qui concerne les armes nucléaires, nous n'allons pas créer de menaces pour le monde ni d'armes nucléaires. Je veux que tout le monde comprenne que certains sites médiatiques ont diffusé ce genre d'informations et c'est pour cela que je veux que tout le monde nous comprenne correctement. Je pense que l'Ukraine devrait faire partie de l'OTAN car à l'époque du mémorandum de Budapest, nous avons renoncé aux armes nucléaires et nous avons reçu la garantie de la sécurité et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est de cela que nous parlons. Retenir que l'Ukraine préférait donc être dans l'OTAN plutôt que d'avoir l'arme nucléaire. Le message est clair, Marie-Aline. D'autant que l'Ukraine, Kadi, a un certain savoir-faire en matière d'arsenal nucléaire. Oui, bien sûr, puisqu'il l'a évoqué tout à l'heure, on parle du mémorandum de Budapest, très important. C'est le grand regret des Ukrainiens, à commencer par Volodymyr Zelensky, qui lui ne cesse de parler de l'inutilité de cet accord. Regardez, on reconnaît Bill Clinton avec le président ukrainien Leonid Kravchuk et le président Boris Yeltsin, le président russe, qui donc ont signé ce mémorandum de Budapest. C'était en 1994. Il était censé garantir la sécurité de l'Ukraine en échange de la renonciation à l'arsenal nucléaire, mais aussi l'adhésion au traité de non-prolifération des armes nucléaires. Les pays s'engageaient du coup à respecter l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine, à s'abstenir par exemple de toute menace ou de l'usage de la force envers l'Ukraine, et j'en passe, s'abstenir d'utiliser évidemment des armes nucléaires contre l'Ukraine. À l'époque, Marie-Aline, l'Ukraine ne disposait que de plusieurs centaines d'ogives héritées de l'ère soviétique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 3 ans après l'indépendance de l'Ukraine, le pays s'est retrouvé endetté, de façon économique très, très massivement endetté, et c'est ce qui a fait que le président ukrainien, Kravchuk, s'est retrouvé contraint de signer cet accord, qui est pour beaucoup d'Ukrainiens effectivement l'accord de la trahison. Et c'est pour ça qu'effectivement ça reste quelque chose de très douloureux dans le souvenir ukrainien, puisque les Ukrainiens estiment qu'ils ont perdu entre guillemets leur parapluie sans avoir finalement la garantie qui avait été prévue au départ. Oui, Kadi, vous avez raison. Beaucoup d'Ukrainiens regrettent aujourd'hui de ne plus avoir l'arme nucléaire. Et à l'époque, on sait que l'Ukraine avait cherché à ce que les Américains s'engagent par écrit à réagir si jamais l'Ukraine était attaquée. Les Américains avaient dit non, on ne va pas s'engager par écrit. Ils ont bien fait parce qu'ils ne sont pas contraints d'aider l'Ukraine par cet accord historique. Ulrich Buna, est-ce que vous pensez que l'Ukraine pourrait chercher à obtenir l'arme atomique en dernier recours face à la Russie ? Alors, je ne pense pas que déjà ça prendrait que quelques semaines, quand même tous les pays. Alors,
au-delà effectivement de l'expertise effectivement que les Ukrainiens ont pu développer sur le nucléaire. Alors les missiles n'étaient pas vraiment à eux, hein, c'était entreposé par les soviétiques russes sur le territoire de l'Ukraine, mais effectivement il y a une expérience balistique, il y a une expérience nucléaire ukrainienne, et donc, mais ça prend quand même plus que quelques semaines déjà d'une part, et d'autre part il faut en général l'aide d'une puissance dotée pour arriver justement à franchir ce cap. C'est un premier point. En revanche, ce que ça démontre quand même, et ce que finalement, on parlait tout à l'heure de tests de missiles nucléaires, ce que cette guerre menée par la Russie en Ukraine montre, et ce que montre aussi finalement l'exemple nord-coréen, c'est que finalement, l'arme nucléaire, c'est désormais considéré un petit peu comme une assurance vie par des régimes qui sont... pour le coup de la Corée du Nord et de la Russie, des régimes qui sont, on va dire, un petit peu voyous. Et à contrario, autant pour la Libye et pour l'Irak, ça a été un petit peu l'effet inverse, où finalement, ce sont deux régimes qui n'étaient pas dotés ou qui avaient pensé à l'être, mais qui ne l'étaient pas, et qui ont été renversés. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, finalement, pour beaucoup de pays, en fait, et notamment des pays qui sont, on va dire, par exemple, comme l'Ukraine envahie, il y a peut-être cette tentation de se dire, finalement, si personne ne vient nous aider, au final, est-ce qu'il ne vaut pas mieux développer par nous-mêmes, en fait, une bombe nucléaire qui, finalement, va imposer une dissuasion globale. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit l'objectif ni de Kiev, ni des parrains occidentaux de Kiev. Il est très clair que la prolifération nucléaire, c'est quelque chose que les Occidentaux redoutent plus que tout, au Moyen-Orient, mais aussi ailleurs, et notamment en Ukraine, en Corée du Sud aussi, etc. Et donc, pour le coup, effectivement, je ne pense pas que les Occidentaux aideraient l'Ukraine à franchir ce pas, mais par contre, effectivement, le raisonnement qu'il y a derrière, c'est un raisonnement qu'ont beaucoup de régimes. En fait, beaucoup de pays pensent à ça en voyant finalement ce que fait la Russie, où très concrètement, si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, il est très probable que l'OTAN serait intervenue. Donc effectivement, dans ce cadre-là, oui, il y a beaucoup de pays, pas que l'Ukraine, qui réfléchissent à se dire, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir la bombe atomique, parce que c'est une assurance vie, tout simplement. Anastasia Kirilenko. Je pense qu'il faut rappeler le contexte, que c'était dans une conversation avec Donald Trump. Oui. Et la diplomatie ukrainienne a demandé des explications, même avant cette rencontre de Zelensky avec Trump. Ils ont demandé des explications. C'est quoi la méthode de Trump de régler le conflit en 2 jours ou en 3 jours, ou même pendant son investiture? C'est clair que Trump voudrait rendre l'Ukraine à Poutine, parce que sinon, c'est pas clair qu'est-ce qu'il veut dire par ces 3 jours. Et sans doute, Zelensky était briefé et il s'est peut-être même entraîné comment il s'affronte à Trump. Et il a évoqué cette question-là dans ce contexte pour impressionner Trump, pour peut-être utiliser les mêmes arguments. Peut-être Trump même l'a énervé en insinuant que l'Ukraine, ça n'existe. Pour moi, pour Trump, l'Ukraine, ça n'existe pas pour lui. La Russie est tellement grande, et l'Ukraine, c'est quoi? C'est quelque chose qui perturbe le monde entier. Voilà. Et donc peut-être Trump l'a énervé, et Zelensky a répondu, nous aussi d'ailleurs, on peut développer les armes nucléaires. Mais ensuite, il y avait une source qui a parlé à Bild que c'était possible de développer les armes nucléaires. À ma connaissance, il y a des experts sérieux, des experts américains qui disent que c'est pas possible pour l'Ukraine de développer les armes nucléaires. En 2 semaines ou plus que ça, il ne s'agit vraiment pas de ça pour l'instant. Général Chauvency. Bon, d'abord, construire un programme nucléaire 30 ans après l'avoir abandonné, c'est impensable. Les techniciens ukrainiens pour élaborer des armes nucléaires et tout ce qui va avec, ils n'existent plus. Ils sont à la retraite. Donc il faut être sérieux. Donc là, on est un petit peu dans une forme de propagande sur l'arme nucléaire. Et c'est bien de le rappeler, parce que bêtement, moi je pensais que s'ils l'avaient eu il y a 30 ans, ce serait plus facile pour eux d'en fabriquer une aujourd'hui. Non, parce qu'ils n'ont pas entretenu leur savoir-faire, et que tous les savants qui travaillent dessus, tous les techniciens, tout même les industriels, ils ont disparu de la circulation. Donc on est sur peut-être dans 30 ans, ou peut-être un peu moins, et effectivement à condition qu'un État doté donne un coup de main, oui, peut-être que l'Ukraine dans 15 à 30 ans aurait une arme nucléaire. Mais je crois que le vrai problème, alors je ne sais pas si effectivement c'était une réaction épidermique du président Zelensky, mais je pense que moi, d'après ce que j'ai entendu, ce qu'on vient d'entendre, c'est que c'est surtout faire pression pour entrer dans l'OTAN.
Oui. Et il a bien été clarifié par notamment un certain nombre de chefs de gouvernement il n'y a pas si longtemps qu'il n'y aura pas d'entrée dans l'OTAN à la date d'aujourd'hui tant que l'Ukraine sera en guerre. Mais on voit bien que c'est existentiel pour l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Et c'est bien de rappeler finalement que 1994, les États, et pas uniquement les États-Unis, mais aussi la Grande-Bretagne, se sont engagés pour protéger l'Ukraine et ne l'ont pas fait. Ce qui veut dire qu'il faut mieux être prudent et être souverain, comme on dit, pour être sûr de ne pas dépendre d'un État étranger. Et en l'occurrence aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a effectivement un réarmement nucléaire partout. Oui. Malgré les débats sur la non-prolifération. Et si on dit qu'en France, dans la loi de programmation militaire, on va consacrer 14% des sommes au nucléaire, ça veut bien dire qu'on prend ça très au sérieux et que finalement on va vers une paix armée nucléaire, en quelque sorte pour le futur. Ça veut dire aussi que les États qui n'en sont pas dotés, on a parlé de l'Iran cet après-midi, ont aussi l'aspiration à. La Corée du Nord nous l'a montré, donc on est plutôt vers... Et puis Israël, n'oublions pas, même si ce n'est pas déclaré, on est dans la prolifération. Donc aujourd'hui, l'arme nucléaire revient au centre des relations entre les États pour assurer la sécurité. Je reprends ce qu'a dit Ulrich tout à l'heure. C'est une assurance vie. Finalement, d'ailleurs, quel que soit l'État, pas forcément uniquement un État autoritaire ou autocratique, mais aussi pour les démocraties, même si les démocraties ne veulent pas en avoir. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui garantit la sécurité de l'Europe ? C'est bien l'arme nucléaire américaine, et puis l'arme nucléaire britannique, et l'arme nucléaire française. Oui. Donc les autres peuvent très bien dire on ne veut pas vous payer, on ne veut pas de votre arme nucléaire, mais en fait, nous avons une assurance vie fournie par ces trois États qui ont beaucoup financé, finalement, le coût énorme de ce type d'arme. Est-ce que ce qui se passe prouve qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains quand ils s'engagent à l'oral à protéger un pays qui s'était engagé et qui l'a fait à renoncer à l'arme atomique ? Alors le premier à avoir quand même rompu le mémorandum de Budapest, c'est quand même Moscou, qui s'était engagé à respecter aussi l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Après, oui, effectivement... les Américains et les Anglais n'ont pas respecté exactement le cadre de l'accord. Après, je pense que l'accord était suffisamment vague aussi pour sous-entendre que l'aide viendrait, mais d'une certaine façon. Finalement, je vais peut-être faire un peu un parallèle avec les différents accords de sécurité qui ont été signés par l'Ukraine, avec grosso modo tous les États membres de l'OTAN. Dans ces accords cadres sur 10 ans qui ont été signés il y a quelques mois, voire même quelques semaines, pour le coup... on est toujours dans ce type d'engagement, c'est-à-dire on s'engagera à soutenir l'Ukraine militairement, à l'aider à se défendre, etc. Mais il n'y a pas d'engagement ferme et définitif on va envoyer des soldats sur terrain pour renverser la situation et sauver le pays en danger. Donc pour le coup, malheureusement, j'ai envie de dire que effectivement, dans ce genre d'accord, des fois, la parole posée n'engage que celui qui a envie d'y croire. Les Français ne sont pas venus vraiment à l'aide des Polonais en 1939, sans vouloir faire de point Godwin. Mais donc, pour le coup, il y a toujours ce risque un petit peu. Et c'est pour ça que, pour le coup, que l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN, parce que, pour le coup, s'il y a a priori un article qui semble faire consensus sur le fait que, et encore, ça restera à vérifier, que les États-Unis et, on va dire, la puissance dotée s'engageraient, c'est l'article 5 de l'OTAN. C'est a priori la seule assurance vie en dehors de l'arme atomique qui fait que, pour le coup, un État pourrait se considérer comme soutenu par d'autres si jamais il était envahi.